Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société, sans tabou et sans préjugés. Alors l'épisode d'aujourd'hui est un peu particulier puisqu'il fait suite à une proposition qui m'a été faite de modérer un débat entre, d'un côté, Samy Bounois, qui est quelqu'un que je suis sur Twitter depuis longtemps, et doctorant en histoire environnementale et prof d'histoire géo, et de l'autre, un habitué du podcast, si je puis dire, puisque c'est le membre de la revue Position que vous avez déjà entendu dans une série d'épisodes consacrés à Spinoza. Et donc la conversation du jour aura pour thématique quelque chose d'assez différent, puisque comme vous l'avez vu au titre de l'épisode, on va parler aujourd'hui des limites de la croissance, des limites du modèle capitaliste aussi, et donc de leurs alternatives possibles, qu'elles soient décroissantes ou marxisantes on va dire. Avec Samy et Christophe, on a évoqué plusieurs choses, aussi bien la question de la taille excessive, notre rapport à la technique, les alternatives plus ou moins crédibles à ces choses-là, comme le technosolutionnisme ou la décroissance, et enfin le risque de potentielles dérives autoritaires et réactionnaires dès lors qu'on se penche sur ces questions. On a fait référence à pas mal d'auteurs, que ce soit Gunther Anders, Jacques Ellul, Léopold Kohr et d'autres encore. Je mettrai en description sur YouTube les sources et livres en question. Et quoi qu'il en soit, j'espère que cette conversation un peu technique par moment vous plaira. Et donc sans plus attendre, voici ce débat entre Samy Bounois et Christophe de la revue Position. Alors, merci à tous les deux d'avoir proposé cet échange et de m'avoir invité à animer cette conversation qui aura donc pour thématique des considérations liées à la croissance, la décroissance et donc évidemment tout un tas d'enjeux connexes, que ce soit liés à nos modèles économiques, politiques, sociaux, et aux éventuelles aussi alternatives qu'on peut envisager à toutes ces questions. Avant d'attaquer, il me semblait pas mal de vous présenter un petit peu, vous qui serez les deux protagonistes principaux de cette conversation. Alors nous avons d'un côté Samy Bounois, qui est doctorant en histoire environnementale et enseignant en histoire-géographie, Twittos émérite aussi, je pense qu'il faut le rappeler, et on mettra en description plusieurs threads que tu as fait sur le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Quelque chose à ajouter en termes de présentation, Samy ? Tu as dit l'essentiel, hein, c'est-à-dire effectivement je suis enseignant en histoire-géographie et actuellement je fais une thèse en histoire des pollutions. Je travaille sur les résistances aux pollutions industrielles dans le nord de la France et en Belgique. Parfait, merci beaucoup. Et donc, de l'autre côté de la table, nous avons Christophe, qui est membre de la revue Position, Twittos émérite également, on t'entend régulièrement sur la chaîne de Paduring, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, et tu es également venu 3 fois sur ma chaîne pour des conversations autour de Spinoza, donc dans le podcast. Je te laisse ajouter peut-être quelques mots pour parler un peu de la revue. Ouais, pour parler de la revue, continuer de se développer. On a sorti un dernier numéro là il y a quelques semaines. Et là, on essaie justement de développer un peu plus la chaîne podcast, donc ça fera partie des podcasts qu'on va mettre ce premier-là avec Samy. On est très heureux de le faire. Et voilà, Position qu'on continue justement de militer pour un marxiste progressiste contre toutes les formes de réaction et pour une analyse matérialiste, non mécaniste. Voilà. Donc, voilà, on essaye de discuter tous les aspects sociaux, les problèmes sociaux à travers une grille marxiste, matérialiste et dialectique. Super. Alors pour commencer, Samy, tu proposais en introduction qu'on se penche sur une citation de Léopold Kohr, qui était un économiste autrichien naturalisé américain du XXe siècle. Et cet extrait, en fait, c'est une pièce rapportée, c'est-à-dire qu'elle est citée dans la préface de Breakdown of Nations, donc de Léopold Kohr, mais en fait c'est quelque chose qu'il a écrit plus tôt dans un papier académique qui s'appelait Size and Democracy. Quoi qu'il en soit, je vous relis l'extrait en question, qui forme effectivement une bonne introduction pour notre discussion. Je cite: « Il semble qu'il n'y ait qu'une seule cause derrière toutes les formes de misère sociale, la taille excessive. La taille excessive apparaît comme le seul et unique problème imprégnant toute la création. Partout où quelque chose ne va pas, quelque chose est trop gros. » Alors fin de citation, évidemment c'est un peu caricatural, mais l'extrait a le mérite de poser la question de la croissance, qui est devenue un marronnier. À savoir, est-il censé vouloir une croissance infinie dans un monde fini ? Et c'est peut-être par ce questionnement qu'on va justement pouvoir entamer cette conversation. Peut-être pour commencer, je te donne la parole à toi, Samy, comment tu vois cette citation et comment tu positionnes un peu là-dessus. Alors, merci Noé. Comme tu l'as dit, c'est une citation qui est évidemment exagérée. Il y a de la provocation derrière cette citation et derrière tout le livre de Breakdown of Nations, qui a d'ailleurs été traduit en français récemment. Enfin, récemment. Le temps passe vite, c'est déjà, je crois, en 2018, sous le titre de L'effondrement des puissances. Et tout le livre est comme ça. Tout le livre, en fait, insiste sur le problème de la taille dans les structures politiques, économiques, technologiques. Et il y a cette tendance chez Léopold Kohr à tout voir par le prisme de la taille. Et je préfère quand même insister là-dessus, préciser ce point, c'est que pour ma part, je ne pense pas que la taille soit l'unique problème de la création. Mais c'est quand même un problème, et un problème qui est en fait ignoré. Donc c'est bien aussi d'avoir des citations coup de poing comme ça pour mettre le sujet sur la table.
Alors oui, on parle de beaucoup de croissance économique, hein, c'est devenu, un peu l'objectif ultime de toutes les politiques, que ce soit, en France, aux États-Unis, en Chine. Il faut faire croître. Croître quoi? Alors on ne sait pas parce que croissance, ça veut simplement dire augmentation de. Donc on est vraiment dans un imaginaire où, les moyens en fait ont remplacé les fins. Il faut faire croître la production, la consommation et à la fin, bah, pourquoi? Alors effectivement, on pourra dire pour assurer en fait une plus grande prospérité et effectivement la croissance économique ça a un sens dans des pays, qui, doivent s'enrichir pour permettre à la population de vivre dans des conditions matérielles, décentes, tout simplement. Mais passé un certain seuil, je pense que cette croissance devient en fait, contre-productive et ici me vient en fait en tête, une autre réflexion d'un penseur qui était proche de Core, qui est Ivan Illich, qui est plus connu, hein. Ivan Illich qui était un auteur très important de la contre-culture dans les années 1970, qui a fait ce livre, important, enfin, aujourd'hui, revient en plus, un peu dans les discussions, hein, La convivialité. Dans ce livre, Illich, décrit notamment ce qu'il appelle les seuils de contre-productivité, hein. Il explique qu'au-delà d'un certain seuil, une trop forte croissance, en fait, se retourne contre elle-même et il a cette formule que j'aime beaucoup, il dit: «C'est finalement, c'est les pompes qui font couler le bateau» et je pense qu'on est un peu dans cette situation-là, peut-être pas partout dans le monde, mais en tout cas dans une vaste partie du monde développé. C'est-à-dire que, la croissance est devenue un problème, plutôt qu'elle n'est, une solution. Alors voilà quelques mots d'introduction, sur le sujet, et je laisse Christophe me répondre, s'il le souhaite. Non, mais, excellente intro et puis qui, je pense, dit les choses. Moi, vis-à-vis de la citation, bon, je vais la faire avant que ça finisse. Je pense que c'est pas la taille qui compte. Mais avant comme ça, le sujet est évacué. Non, clairement, je pense que, comme l'a dit quand même Samy, justement, il a pondéré la citation de Core, la taille est un problème, mais n'est pas le problème. C'est un petit peu, je pense, la différence qui va avec la citation vraiment un peu radicale et très unilatérale de Core. Pourquoi c'est un problème? Bah justement, là, mais tu l'as un peu quand même évoqué, je pense, Samy, et tu l'as un peu en tête. Euh, c'est c'est vraiment dans une analyse marxiste finalement, et là on va se replacer justement dans ce que Marx décrivait à un certain stade de développement, la croissance qui à un moment donné, et donc toute cette croissance économique, ce développement économique, le développement de la valeur, faudra qu'on y revienne un petit peu plus en détail, je pense, après dans la discussion. Quand tu parlais de la croissance de quoi? Bah, c'est la croissance effectivement de la valeur et de la circulation du capital, a été un moment dans l'histoire de l'humanité une force de développement. Ce qu'on voit aujourd'hui est l'apparition justement de critiques euh, telles que Core ou même de critiques après 1945. Tu t'as cité Ivan Illich, il y a quelqu'un qui est assez proche de lui et qui est dans à peu près la même chose, qui était André Gorz aussi, qui avait aussi cette vue marxiste. On voit que le XXe siècle montre justement une crise de cette surcroissance et de cette dynamique absolue de croissance infinie. C'est d'abord une crise qui n'a pas forcément pris une forme de critique écologique. Ça a d'abord été aussi une critique technique. Je sais que tu es assez fan de Gunther Anders, Samy, donc tu en parleras mieux que moi. Mais et je pense qu'il y a quelque chose à soulever là-dessus. C'est-à-dire, je pense que la crise de croissance et le dépassement, quand on dit dépassement, c'est comment l'humanité, la communauté humaine s'est laissée dépasser justement par cette croissance technique et ce surplus au début du XXe siècle et qui s'est incarné, on va dire, de manière très concrète avec la guerre, a créé une espèce d'angoisse justement vis-à-vis de cette croissance. Et puis aujourd'hui, on a une nouvelle forme d'angoisse qui est la crise écologique, où on voit finalement que, comme le disait Marx, d'une force de développement des forces productives, aujourd'hui, elle devient une entrave. Donc là, la pensée de la croissance, de la décroissance, elle devient aiguë justement parce que on n'en voit pas simplement les bienfaits, mais on en voit les limites. Et les limites, elles sont politiques, elles sont économiques. Et je pense que ça va être l'objet de la discussion. C'est comme je disais, c'est pas le problème en soi, la taille, c'est
un problème qui, juste, c'est une force en elle-même, enfin, comment dire, un État en lui-même qui rentre en percussion avec d'autres États. Et c'est ça qui crée, à mon sens, le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des formes économiques, politiques, techniques qui échappent à la communauté humaine, justement parce qu'on n'a pas les communautés politiques, les communautés économiques, les modes de décision adéquates justement à ces nouvelles échelles technologiques et productives. Voilà. Un petit peu mon analyse là-dessus sur justement contre quoi cette nouvelle taille entre en percussion. C'est plutôt là-dessus que nous, marxistes, on va essayer de penser le problème. C'est un constat avec lequel tu es en accord, Samy, ou tu as des réserves? Alors, j'ai une réserve, en fait, par rapport au marxisme en général, en tout cas un certain marxisme, parce qu'il y a différentes formes de marxisme, et Marx lui-même disait qu'il n'était pas marxiste, enfin bref. C'est que il y a quand même, chez beaucoup de marxistes, cette idée selon laquelle il faut en fait s'appuyer sur la croissance de l'économie industrielle et en fait de l'économie capitaliste, pour, faire advenir le progrès, en fait. Le communisme adviendra une fois que, le capitalisme, miné par ses contradictions, sera abattu par la classe prolétarienne et cette classe prolétarienne, dès lors, pourra en fait, profiter pleinement de tous les bienfaits, en termes matériels, que le capitalisme peut produire, c'est-à-dire une immense accumulation de marchandises, comme le dit Marx au tout début, du Capital. Et effectivement, Marx, on peut revenir au texte de Marx, hein, quand Marx réfléchit, sur la liberté, par exemple dans l'idéologie allemande et surtout dans le livre 3 du Capital, il dit que la liberté, c'est au-delà de la nécessité, c'est tout ce qu'on peut faire dans notre temps libre, dès lors qu'on n'est plus astreint au travail, à toutes les tâches, pénibles, voilà, qu'on doit assurer quotidiennement. Et en fait, cette liberté peut être gagnée grâce à l'infrastructure industrielle et finalement, grâce à ce qu'on n'appelait pas à l'époque la croissance, hein, mais grâce à cette accumulation immense effectivement de marchandises. Dans les années 70, 1870 devrais-je préciser, hein. Le camarade de Marx, Engels d'ailleurs, était engagé dans une polémique contre les anti-autoritaires, et Engels disait aux anti-autoritaires: «Mais vous qui refusez l'autorité de l'industrialisation, l'autorité de l'usine, cet asservissement, dans la grande usine, en fait, vous vous trompez de combat. Parce qu'en fait, cette grande usine, effectivement, elle a servi, mais elle produit aussi énormément de richesses, de telle sorte que dès lors que quand la révolution aura lieu, on pourra profiter de ces richesses. Et alors Engels a cette phrase très très provocatrice, mais contre laquelle je m'inscris complètement en faux, quand il dit oui, au fronton de toutes les usines, il doit être inscrit cette devise, abandonner toute autonomie. En fait, moi je pense que l'autonomie reste la version de la liberté, de l'émancipation que je crois, qui mériterait le plus d'être défendue face, en fait, à cette autre version de la liberté, qui est celle de la délivrance des biens matériels, comme le dit bien Aurélien Berland dans son livre Terre et liberté, hein. Donc voilà la principale réserve que j'ai vis-à-vis du marxisme. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une trop grande confiance, un trop grand optimisme dans cette croissance industrielle qui est portée actuellement par le capitalisme, que le communisme est censé dépasser. Bon, je pense quand même qu'il y a un problème de taille qui se pose et que quand la croissance est trop grande, en régime capitaliste comme en régime communiste, il y a des formes d'asservissement et de domination qui sont à l'œuvre. Christophe, tu veux rebondir là-dessus ou pas? Oui, Samy a cité une phrase très connue, hein, le royaume de la liberté commence seulement là où on cesse de travailler par nécessité, de Marx. Effectivement, ça a pu longtemps être pris et même pas simplement compris, c'est-à-dire être incarné, notamment dans le productivisme soviétique, par exemple, ou d'autres productivismes industriels, on va dire non capitalistes ou étato-communistes, comme une forme de nécessité de surproduire pour sortir justement du royaume de la nécessité.
Ce qu'il faut bien comprendre finalement, c'est que si on fait une analyse marxiste un peu plus fine, justement non, le communisme l'accumulation de la marchandise et la suraccumulation de marchandises, c'est justement le mode de production capitaliste, par définition. Parce que justement cette accumulation, cette suraccumulation désynchronisée des besoins humains, parce que c'est ça le problème du capitalisme aujourd'hui, et beaucoup plus aujourd'hui qu'à l'époque même de Marx, parce qu'à l'époque même de Marx, on était dans un régime de manque absolu pour le prolétariat et une suraccumulation et un luxe pour la bourgeoisie. Aujourd'hui, on va dire le manque dans les sociétés occidentales développées est quand même moins important que sous le siècle de Marx. Mais il y a toujours cette désynchronisation entre ce qui est produit et ce dont on a besoin. Donc c'est là où il faut comprendre un truc, c'est que le passage du socialisme au moins, ou le communisme après le capitalisme, n'est pas produire encore plus. Quand Marx dit, ou les marxistes vont dire, c'est continuer, perpétuer le développement des forces productives. Le développement des forces productives, c'est pas encore plus produire que ce que produisait le capitalisme. Aujourd'hui, justement, il faut faire une critique du capitalisme de ce qu'il est capable de produire et ce qu'il n'est pas capable de produire. Et cette dissymétrie entre les besoins et les capacités productives, entre l'accumulation de marchandises d'un côté et le manque, ce qui reste encore des manques, et on peut discuter sur ça de la croissance, ça, c'est vraiment l'analyse marxiste fine. Donc, ça veut dire que à l'échelle générale, aujourd'hui, on peut se poser la question, il n'y a même plus de logique de croissance ou de décroissance. Il y a carrément des forces productives qui devront être supprimées. C'est même pas qu'elles doivent décroître, c'est qu'elles doivent être supprimées parce qu'elles produisent pour rien. Et quand on dit produire pour rien, elles ne répondent à aucune nécessité individuelles, collectives, etc. Et d'autres qui sous-produisent et donc qui, elles, devront croître parce que les nécessités ne sont pas pourvues partout en même temps, au même moment pour les membres de la communauté. Et quand je dis communauté, c'est vraiment au sens large de l'humanité. Donc je pense qu'il faut sortir de l'idée que le développement des forces productives, c'est forcément encore plus de marchandises, encore plus de croissance, encore plus de dépenses énergétiques, etc. C'est vraiment pas du tout la vision, à mon sens, de Marx à l'époque. Et ça, encore moins aujourd'hui, la vision des marxistes qui sont un petit peu, on va dire un peu fins. Effectivement, ça a pu avoir cet effet-là dans des marxismes très concret. Et pour revenir à quelque chose de beaucoup plus anthropologique, là, effectivement, on va pas être d'accord. Être marxiste, c'est aussi penser que finalement, il y a clairement un progrès de l'histoire au sens de, comme l'a dit Marx, sortir du royaume de la nécessité, c'est-à-dire sortir de simplement la survie matérielle. Donc c'est un combat contre quelque part la nature, enfin l'état de nature. C'est pas la nature ou l'environnement en soi, mais contre l'état de nature de l'homme et la nécessité d'être soumis à ses besoins. Mais c'est aussi et surtout un combat au sein des contradictions de la communauté, puisque la communauté, et le capitalisme en est un exemple, on va dire, le plus parfait et le plus puissant. Aujourd'hui, l'humanité s'est développe ses moyens d'assouvissement de ses besoins, ses forces productives, sa production de marchandises, par l'opposition interne à cette communauté, par la lutte des classes. Donc le marxisme, oui, c'est forcément une sortie du royaume de la nécessité, c'est-à-dire la capacité de se libérer de ses besoins purement matériels, et également une sortie des divisions de l'humanité entre elles, des rapports d'exploitation, de ces rapports socio-conflictuels, enfin pas conflictuels, contradictoires, parce qu'on va le voir, c'est pas tout à fait la même chose, pour forcément une plus grande réunion et réconciliation de la totalité humaine. Donc ça paraît extrêmement lointain, voire même impossible,
mais il y a quand même, effectivement, faut l'assumer, ce sens-là, dans l'histoire marxiste. Et c'est pour ça que je dis, je finis, c'est vraiment sortir de la contradiction de l'humanité avec elle-même et non pas des conflits. Parce qu'il peut y avoir des conflits qui ne soient pas des contradictions en termes de rapports sociaux. Ok. Samy, des choses à ajouter là-dessus? Alors oui. Alors déjà, je suis en accord avec certains points. Effectivement, je voudrais pas non plus caricaturer la pensée de Marx. Et Christophe a tout à fait raison de souligner le fait que chez Marx, il y a une critique de la fabrication des besoins qui sont produits par le capitalisme, besoins qui sont complètement en fait superflus. Et à l'inverse, des besoins de base qui ne sont pas remplis. Alors que le communisme entend beaucoup mieux gérer ces besoins. Donc là, sur ce point, je suis complètement d'accord. Et je suis aussi d'accord sur le fait que, oui, il faut améliorer les conditions d'existence de chacun, de chacune, enfin, dès lors qu'on croit un peu à l'égalité, qu'on se veut un peu de gauche, ou un peu humaniste, quoi, au sens large. Ouais, euh, humaniste. eh bien oui, se délivrer de conditions d'existence pénibles, c'est un objectif qui est tout à fait louable. Cependant, je maintiens le fait qu'il y a, chez Marx et Engels, et ensuite bien sûr dans le communisme soviétique, une fascination pour la grande industrie qui, et pour la technologie, on va y revenir, qui à mon avis me pose problème, puisque cette grande industrie et cette technologie extrêmement complexe, en fait, créent également d'autres formes d'aliénation et de dépendance vis-à-vis de puissance impersonnelle. Enfin, si on se met dans un cadre industrialiste, comme le disait Engels, effectivement, l'autonomie en tant que capacité à se charger soi-même, en fait, des choses dites pénibles de l'existence, eh bien cette capacité-là est en fait annihilée. Et on est dans cette situation où dès lors que on a un problème de plomberie, il faut appeler un professionnel spécialisé et qu'on ne sait pas du tout le réparer par soi-même. Enfin, je prends un exemple un peu caricatural, mais pour avoir un habitat, on dépend aussi de toute une infrastructure immobilière. On dépend en fait de services. En fait, on est servi. Et on ne fait plus les choses par soi-même. Alors, on fait jamais les choses complètement par soi-même, on est toujours dépendant des autres. Mais dans la grande industrie, on est dépendant de puissances qui nous dépassent complètement et en fait se créent des dépendances asymétriques. Et ce que je souhaiterais en fait, c'est qu'on promeuve davantage des dépendances symétriques dans des communautés qui sont faites effectivement à échelle humaine. Et ce qui effectivement nécessiterait de passer à un autre mode de production. Bon, voilà ce que j'ai à dire sur le propos de Christophe. Non, mais en plus, on n'est pas en désaccord et il y a une critique marxiste. Moi, j'ai une critique marxiste justement qui est très critique vis-à-vis même des ouvrages d'Engels ou des premiers ouvrages de Lénine qui sont extrêmement, comme tu l'as dit, mécanistes et ou des pensées de Kautsky ou Plekhanov. Enfin, il y a tout un tas de marxistes comme ça qui effectivement à un moment donné ont vu les forces productives comme séparées de l'humanité. Et je pense que ça, c'est vraiment un des sujets de fond et qu'il faut même analyser avec Marx, c'est-à-dire avec ce concept, à mon avis, indispensable, encore plus aujourd'hui, qui est le fétichisme de la marchandise. Et le fétichisme de la marchandise, lui, qui est la séparation du producteur et de son produit, mais qui est aussi la séparation du producteur et de son outil technologique et technique. Et je pense que qu'elle soit, on va dire, qu'on ait une idéologie de fascination technologique, comme on peut l'avoir, et qui peut être effectivement chez des communistes ou chez des capitalistes, pensant que la technologie se développe seule, indépendamment des sujets humains, de leurs conflits, de leurs nécessités ou de leur stade de développement historique, qu'il y ait un espèce de progrès scientifique et technique autonome, bienfaiteur. Ça va être, on va pouvoir l'incarner aujourd'hui, pas simplement dans les communistes, on va voir on pourra peut-être en parler, mais les gens qui sont techno-solutionnistes ou solutionnistes ou ce genre de choses, ou à l'inverse, des gens qui pensent la même chose de ce développement, ont un rapport presque
effrayé par le développement technologique de la même manière, comme s'il était autonome, relève de la même séparation, de ce même fétichisme de la marchandise. Et là, effectivement, il y a, comme tu l'as dit, Samy, effectivement, le développement du capitalisme et de la grande industrie. Et on n'a pas cité le terme, mais c'est, à mon avis, le fond de ton propos, de la division du travail. C'est-à-dire un travail de plus en plus divisé, spécialisé, et qui est finalement là, quelque part autonome. C'est-à-dire, plus la spécialisation est importante, plus il y a de l'autonomie. L'autonomie, c'est pas forcément antinomique avec une surspécialisation du travail. Au contraire, justement, ce qu'on a vu dans les grands ateliers, dans les grandes industries, c'est que l'autonomisation et la surspécialisation des tâches étaient plus productives. Alors qu'effectivement, l'hétéronomie, la nécessité de produire collectivement un produit demande justement beaucoup plus de relations interpersonnelles, de discussions, d'échanges, voire même de conflits. Hein, si on se met à produire une voiture tous les trois plutôt que on se divise, on reçoit des ordres de division de nos tâches chacun dans notre bureau ou chacun dans notre atelier, on va se rendre compte que le fait de la produire ensemble de A à Z à 3, à un moment donné, on va pas être d'accord sur la couleur du siège ou je sais pas quoi, ou sur, ou sur sa matière, peu importe. Donc la surspécialisation et la division du travail telle que la grande industrie l'a promu ne me semble pas forcément justement antinomique avec l'autonomie. Par contre, elle est antinomique avec une forme d'autonomie qui est, on va dire, ce que tu essaies, je pense, d'exprimer, hein, Samy, qui est le fait d'être non dépendant. Voilà. Effectivement, cette spécialisation fait qu'on est autonome, on sait faire qu'une seule tâche, on ne peut faire qu'une seule tâche, on ne nécessite absolument personne pour nous aider à faire cette tâche. Par contre, on est incapable de faire rien d'autre, et ça, c'est plutôt qu'une autonomie, une solitude ou je sais pas quoi, une dépossession de soi-même et de ses capacités de vie. Mais là, on va rentrer justement dans ce que Marx disait dans le royaume de la nécessité. Qu'est-ce qui rend les tâches aujourd'hui très itératives, très autonomes, très spécialisées ? C'est des gens qui sont encore et toujours dans le royaume de la nécessité. C'est-à-dire, plus on est spécialisé dans la société aujourd'hui, plus on est en bas de l'échelle sociale, et l'acceptation de ces tâches ultra spécialisées, ultra autonomes, et justement qui refabriquent cette fétichisme de la marchandise, sont les tâches que les gens fournissent justement parce qu'ils sont dans le royaume de la nécessité. Donc pour un petit peu un petit peu affiner le propos, voilà. Je pense qu'il y a effectivement une peur de la technologie ou une fascination pour la technologie qui pour moi sont deux expressions, deux formes d'un rapport fétichiste à la technologie, c'est-à-dire qu'il n'est comme si elle était autonome, et qu'effectivement à partir du moment où on rentre dans ce fétichisme de la marchandise et ce fétichisme de la technologie, eh bien, elle est permise par une surspécialisation, une surdivision du travail, dont effectivement des marxistes ont pu, comment dire, ça a été un problème effectivement du marxisme, et tu l'as bien dit, Samy, sortir de l'exploitation et du rapport capitaliste, par exemple l'URSS, mais rester dans la division bourgeoise du travail de la grande industrie. Effectivement, c'est une limite. C'est une limite à penser les ressources naturelles, mais c'est aussi une limite à se libérer tous d'un rapport aliénant et fétichisant effectivement à la reproduction de la nécessité. Oui, mais Marx a bien critiqué d'ailleurs cette surspécialisation du travail. Hein. Tout à fait. Il a vu une aliénation. D'ailleurs, oui, je voulais revenir sur l'idée d'autonomie. En fait, dans le cas de l'ouvrier hyper spécialisé, il n'y a pas du tout d'autonomie, c'est tout le contraire. Il est complètement aliéné, et ça, Marx lui-même l'avait dit de manière très très claire. Alors, ce que j'entends par autonomie, c'est une autonomie collective, en fait. C'est l'idée selon laquelle on peut, à l'échelle d'une communauté humaine, alors donc forcément de taille raisonnable, il est possible, en fait, de prendre en charge ses propres besoins. Alors, bien sûr, chacun est dépendant des autres, et on peut pas se déprendre complètement de l'industrie, donc on reste aussi dépendant
technologie très complexe. Mais là encore une fois, c'est une question de seuil. C'est à quel point est-ce qu'on veut être dépendant de la grande industrie? À quel point est-ce qu'on veut, prendre en charge soi-même les tâches, comme je disais tout à l'heure, dites pénibles. Alors elles peuvent être effectivement pénibles, hein, mais à l'échelle d'une communauté, est-ce que être libre, c'est pas finalement, heu, voilà, faire les choses par soi-même tout simplement et au lieu d'être un boulon dans la méga machine, alors qui effectivement produit énormément de biens, qui produit énormément de confort, aujourd'hui, hein, pas à l'époque de Marx. Et encore aujourd'hui, il faudrait nuancer, hein, bien sûr, avec la dégradation de la situation économique dans les pays du Nord et bien sûr, l'état des pays du Sud, l'état économique des pays du Sud, permet pas vraiment de parler de confort universel. Mais enfin voilà, l'idée d'autonomie telle que je la défends, en fait, c'est l'idée d'autonomie, telle que défendue par, en fait, les mouvements décroissants, depuis les années 70, hein, une autonomie collective fondée sur la réappropriation, en fait, des tâches de la vie quotidienne, Mmh. de manière, comment dirais-je? Délier, en tout cas dans une certaine mesure, des services, et des produits fournis par la grande industrie. Mmh. Très bien. On va revenir un peu plus tard sur la question de la décroissance comme potentielle solution, mais avant ça, je voulais qu'on fasse une bifurcation par des thématiques qu'on a un peu évoquées là en filigrane. On a parlé de... Alors plutôt déjà, on a évoqué très brièvement le nom de Gunther Anders, mais on a aussi parlé de fascination technologique et de... Plus exactement d'ailleurs de fétichisation, c'est ce que tu disais très bien Christophe, à savoir que il y a d'un côté des gens qui vont être fascinés par ça et voir... la technologie comme une solution, et à contrario des gens qui vont avoir une peur parfois très irrationnelle aussi Ouais. de toute forme de progrès, et donc ça m'évoquait cette question par rapport à une autre citation que tu avais mentionnée de Gunther Anders, plus exactement en fait un double concept que tu avais mentionné, Samy, en off, qui est en fait le concept à la fois de honte prométhéenne et de décalage prométhéen. Donc c'est des concepts qui sont développés dans L'obsolescence de l'homme, de Gunther Anders. Donc c'est un peu plus philo hein, que Léopold Kohr. Il a été marié à Hannah Arendt, par exemple, Anders, je savais pas. Et donc en gros, pour faire ça très très vite, la honte prométhéenne et le décalage prométhéen, ça caractérise en gros notre rapport à la technique et la technologie, dont on devient très très vite dépendant, tout en étant incapable d'égaler nos propres créations. Et ça rejoint un peu ce que tu disais, Christophe, dans la question du rapport entre le producteur et son outil, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce parallèle-là à faire. Et donc, si on met ça disons justement, côte à côte avec la première citation de Léopold Kohr, se pose la question de savoir d'où vient cet état de dépendance à une technique qu'on comprend de moins en moins et qui nous surpasse de plus en plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est fondamentalement une question de décalage par rapport à nos outils, ou est-ce que c'est aussi évidemment lié à nos modes de production? Est-ce qu'on en revient à la question de la taille? Voilà, il y a toutes ces questions-là qui se posent, et là on va commencer par toi, Christophe, peut-être, pour cette question. Ouais, alors le mythe prométhéen est intéressant. Justement parce que il contient en lui-même cette extériorité du feu prométhéen, volé par Prométhée au dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas un feu allumé par Prométhée lui-même. Donc il y a déjà ce rapport au feu prométhéen dans cette mythologie, cette capacité technique, cette technologie, déjà, l'idée de l'autonomie, je ne sais pas si Samy sera d'accord, mais l'idée de l'autonomie de la technique ou du pouvoir, voilà. Et d'ailleurs, c'est le même rapport qu'on peut avoir par rapport au feu, c'est-à-dire le feu qui justement est capable de soit apporter du bien-être à l'humanité dans son histoire, soit brûler. Le feu est vraiment caractéristique justement de ces deux manières dont on peut approcher la technologie, soit par la fascination. On a tous été fascinés par un feu, je pense, quand on est enfant, etc. Peut-être qu'il reste une forme d'animalité. J'espère qu'on on va pas jusqu'à la pyromanie, certains oui, mais voilà, par son côté autonome, effectivement, et par son côté puissance, etc. Donc ça, moi, je trouve que déjà, même en allant chercher ce mythe-là, on réincarne ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement,
la force de l'humanité, c'est pas de posséder le feu, de l'avoir volé, etc. C'est la capacité à le fabriquer. Voilà. Ce qui est derrière l'humanité, ce qui a été peut-être sûrement un point important de l'humanité dans son développement, ce n'est pas la question d'avoir pu... difficile à savoir anthropologiquement comment c'est apparu. Est-ce que c'est l'homme qui a réussi à faire du feu de manière d'abord par erreur, voilà, ou est-ce que le feu est tombé via la foudre et il a été cultivé, entretenu jusqu'à être capable de te reproduire? J'en sais rien, Samy, si tu as des informations dessus sur les tout débuts de la domestication du feu par l'homme, ça nous intéresse. Mais voilà, et derrière ça, derrière justement cette image du feu, il y a ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fétichisme, c'est de considérer que la puissance de l'homme, c'est un rapport de l'homme au feu, alors qu'en fait, c'est un savoir-faire. C'est le savoir-faire de même si le feu s'éteint, je connais les outils, je connais les méthodes, je connais la technique pour pouvoir le faire. Et Samy, je pense que c'est là l'autonomie dont tu parlais, etc. C'est pas tant d'être capable de, comme tu parlais, de faire les choses par soi-même. Faire les choses par soi-même. En fait, on se rend bien compte que on ne peut pas faire tout par soi-même. Donc effectivement, l'autonomie individuelle est un manque absolu. Et c'est pour ça que tous les mythes libéraux de l'individu sauvage, etc., sont des mythes et n'ont pas de sens concret. Et puis en même temps, tu te dis, voilà, quand on est dans une trop grosse taille, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on ne fait qu'une seule chose. Donc, tous nos 99% de ce à quoi on a affaire, c'est-à-dire notre habitation, nos vêtements, notre nourriture, nous échappe en termes de production. Donc, c'est pas tant l'autonomie que un rapport individuel à la communauté, c'est-à-dire comment je peux participer un peu à tout. C'est-à-dire comment je peux, ou alors ne serait-ce même que comprendre comment ça marche. Voilà. Quels sont les rapports sociaux, les rapports techniques, les rapports de connaissances qui sont derrière des choses dont je profite sans y participer directement. Et ça, c'est vraiment la sortie du fétichisme de la marchandise. C'est vraiment la sortie de ce que et bien justement ce qu'on disait tout à l'heure, et ce qui peut être le feu, c'est-à-dire la fascination pour une forme, un être de chaleur, de couleur, etc. Quand je disais l'exemple de la fascination enfantine pour le feu, c'est justement parce que l'enfant ne sait pas comment ça fonctionne. Voilà. Je pense qu'on est beaucoup moins fasciné par le feu quand on sait en fabriquer que quand on ne sait pas en fabriquer. Et c'est ce rapport-là du fétichisme de la marchandise. Et pour revenir à la technique, effectivement, le développement technique des sociétés industrielles, etc., à un moment donné, a surspécialisé l'humanité occidentale et a créé des contradictions internes à cette humanité, en termes de classe, etc., qui ont produit une surtechnologisation, une surmarchandisation, jusqu'à des crises énormes qui se sont incarnées technologiquement. Pendant la guerre, par exemple, et quelque chose qui a été fondamental, qui a été, par exemple, qui nous fascine encore aujourd'hui, hein, il y a eu le film Oppenheimer récemment, etc. L'invention, par exemple, de la bombe nucléaire, c'est vraiment au même moment qu'une crise fondamentale de la société occidentale, la Seconde Guerre mondiale. Et là, on voit vraiment, pour moi, une forme de crise productive. Je pense pas une crise de taille, et on va y revenir, mais je pense qu'une contradiction dans justement l'appropriation, les moyens d'appropriation du mode technologique, du développement technologique d'un certain stade de l'humanité. Là, on voit bien qu'à un moment donné, on a l'impression que parce que la technologie échappe à 80%, 99%, ce que vous voulez, de l'humanité, parce qu'elle est surconcentrée sur des gens extrêmement spécialistes, etc. D'ailleurs, le film Oppenheimer, qui est pas terrible comme film, est intéressant, parce qu'on voit même que les gens qui produisent la bombe, je sais pas si vous l'avez vu, eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils ont eux-mêmes divisé en labos
contradictoires. Ils savent pas trop si ils ne maîtrisent même pas eux-mêmes le processus de la bombe technologique de A à Z. C'est assez intéressant. Et donc ils sont eux-mêmes fascinés par ce qu'ils ont produit. Et ça, effectivement, c'est plus pour moi la condition, c'est-à-dire cette spécialisation, cette non-démocratisation de la production, cette surdivision du travail, qui est la crise fondamentale de la société occidentale et de ce que tu disais, Samy, sur la manque d'autonomie, que la taille en elle-même. Voilà. Je pense, là, en termes communistes ou marxistes, nous, on pense qu'il y a des rapports sociaux adéquats au niveau de taille où on est aujourd'hui. On pense qu'il n'y a pas en soi une taille, ou des tailles bonnes pour l'humanité et des tailles excessives. Des tailles minimales et des tailles excessives. Ça voudrait dire qu'il y a, à un moment donné, quelque part, matériellement, historiquement, un indépassable, un éternel en termes de taille de communauté qui est à trouver, à choisir et à maintenir. Là, non, pour nous, c'est historique. Et là, effectivement, ce qui se passe dans la société, c'est qu'il y a entre les capacités productives, les forces productives aujourd'hui, et les rapports sociaux qui ordonnancent ces rapports productifs, il y a un écart qui crée de l'angoisse ou qui crée de la fascination et qui est la source du problème plutôt que la taille des forces productives. Je te laisse rebondir, Samy. Alors oui, j'ai un désaccord, puisque voilà, pour moi la taille ça compte. et notamment, on parlait de systèmes technologiques, et je voulais revenir sur cette notion de décalage prométhéen formulé par Gunther Anders, qui a un concept à mon avis fondamental. Alors qu'entend Gunther Anders par ce concept? Il entend en fait la disjonction entre ce qu'il appelle notre réussite prométhéenne, c'est-à-dire notre capacité à créer une industrie qui est effectivement extrêmement complexe, une profusion de biens, une technologie qui est plus que sophistiquée, etc. Donc voilà, d'une part, nous réussissons en tant que fils de Prométhée dans cette capacité à produire, mais d'autre part, nous échouons dans notre capacité à nous représenter et à nous imaginer ce que nous produisons. Alors l'exemple d'Oppenheimer a été cité, c'est aussi un exemple que cite Gunther Anders. Alors ce concept, il le développe notamment dans son grand livre L'obsolescence de l'homme, paru en 1956. Gunther Anders dit, d'ailleurs, toute sa réflexion sur le décalage prométhéen part en fait de la bombe nucléaire. La bombe nucléaire, nous savons la produire. Alors nous savons ses effets, nous savons quels seraient les effets d'une guerre nucléaire, c'est-à-dire des dizaines, des centaines de millions de morts. Ce serait une catastrophe sans précédent. Mais, ajoute Gunther Anders, nous le savons seulement. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous le représenter sur un plan moral, sur le plan de la responsabilité. Nous ne pouvons pas nous l'imaginer, tout simplement. Et c'est cela que Gunther Anders appelle le décalage. Et ce décalage a aussi un impact, effectivement, sur notre capacité ou non à être autonome, puisque dès lors que nous dépendons de gigantesques infrastructures industrielles, économiques, techniques, se crée aussi un décalage entre ce que nous produisons collectivement au sein de ces structures et nos possibilités réelles. On en a parlé tout à l'heure, donc je n'y reviens pas. Donc ça, c'est un problème lié, à mon avis, à ce qu'on peut appeler la taille excessive. Ça ne veut pas dire qu'il y a une taille qui est la bonne pour les siècles des siècles, mais voilà, si on est attaché à des formes d'autonomie, encore une fois collective, et à une volonté de nous désaliéner en fait de grands systèmes techniques, à mon avis, le problème de la taille des infrastructures technologiques doit être pris en compte. Alors quand je parle de taille, on peut aussi parler de complexité, aussi de concentration. De concentration, oui, voilà, c'est le mot que je cherchais, merci. Et ce sont des problèmes, à mon avis, inscrits matériellement dans ces infrastructures gigantesques. Et pas seulement dans ces infrastructures gigantesques, mais dans leur gigantisme même, en fait. Je suis pas en désaccord. Et juste, je vais ajouter, je pense qu'on peut se retrouver
il y a un problème dans cette taille, mais quand on parle de problème de taille, c'est toujours avec, il y a toujours un prédicat derrière qui est par rapport à autre chose. Parce que la taille en soi n'a pas de sens si on ne le compare pas à autre chose de plus petit ou plus grand. Donc est-ce que c'est la taille en soi par rapport à un autre stade de développement de l'humanité, auquel cas ce serait qui est de dire qu'il y a des moments historiques supérieurs à d'autres en termes de taille, ou est-ce que c'est comme comme j'essayais de le dire tout à l'heure, je sais pas si j'ai été clair, n'hésitez pas de me reprendre, hein. Justement, il n'y a pas en face les moyens politiques, de relations interpersonnelles, les rapports sociaux, justement pour gérer cette taille. Et c'est là où on va dire que ce décalage prométhéen, c'est justement plutôt un décalage entre les rapports sociaux tels qu'ils sont aujourd'hui et les forces productives de l'autre côté. Et la tâche matérialiste et communiste, voilà, elle est au bout, nous on se voit comme ça, c'est justement de rééquilibrer les deux. Parce que la taille en soi ne dit rien. Il faut toujours comparer ça à quelque chose. Donc est-ce qu'on le compare à des rapports parce que tu pourrais très bien imaginer des communautés en termes technologiques extrêmement précaires, extrêmement basiques, avec une surdivision du travail. C'est-à-dire que par exemple, même dans une échelle d'une petite entreprise, etc., ou même tu pourrais imaginer d'avoir des rapports sociaux extrêmement spécialisés. Moi, je dis autonomisé, mais faut pas, faut pas que ça rentre en contradiction avec la façon dont tu utilises. Voilà, mais le mot autonome, mais voilà, très spécialisé, très indépendantisé. Je sais pas comment dire si je veux pas utiliser autonome. Voilà, et qui créerait ce même décalage et cette même angoisse. Parce que justement, on comprend pas ce qu'on fait, voilà, alors que finalement, l'échelle de la communauté et l'échelle technologique serait extrêmement basique. Donc, pour nous, s'il y a bien un problème de taille, c'est en rapport à quelque chose qui n'est pas assez, qui n'est pas adéquat à cette taille-là. Et là, pour nous, ça va être les rapports sociaux. Alors, je vais peut-être rebondir rapidement, Ouais, vas-y. si tu me permets. Merci. Alors, déjà, tout n'est pas un problème de taille. On en revient à ce qu'on disait au départ. Donc effectivement, il y a aussi le problème, de la division du travail qui peut être indépendant de la taille, d'une usine, par exemple, ou de la complexité d'un système technologique, même si, en fait, il y a quand même une corrélation assez forte Oui, entre la bien sûr, une complexité et corrélation. la taille. Oui, bon. Donc tout n'est pas un problème de taille. Là, sur ce point, nous sommes d'accord. Mais alors, du coup, j'ai oublié le point sur lequel je voulais rebondir. Peut-être l'autonomie, non? Oui, oui, voilà, c'est ça. Voilà. En fait, quand on parle, enfin, on n'a pas la même définition d'autonomie. Je pense que quand tu parles d'autonomie, tu parlerais plutôt de travail séparé. Oui, de séparation, c'est pas mal. Voilà. Tout à fait. C'est pour ça Euh, que c'était aussi un rapport pour expliquer un petit peu quand tu citais Engels, quand il disait sortir de l'autonomie, etc. C'est aussi de penser les choses comme ça. Parce que quand Engels utilise cette phrase, c'est pour dire que, justement, il faut abandonner l'idée selon laquelle on peut agir par soi-même dans la grande usine. Exactement. Oui, voilà. Donc voilà, c'est pour qu'on soit bien d'accord sur les termes. Je voulais peut-être revenir aussi sur une idée qui est importante, c'est que en fait, la technologie n'est pas neutre. Et quand elle se développe, elle a forcément des impacts sociaux. Et voilà, sur l'autonomie de la technique que tu rejettes, Christophe, il y a un penseur qui a beaucoup évoqué ça, c'est Jacques Ellul. Bien sûr. Alors qu'il y a beaucoup de côtés critiquables, hein, mais il a bien défini le système technicien comme étant un milieu, en fait. La technologie est devenue un milieu de vie, une sorte de seconde nature dans lequel on évolue et qui crée des besoins qui sont en fait essentiels. Je vais prendre un exemple, parce que pour l'instant, on reste quand même très abstrait, mais un exemple personnel en plus. Jusqu'en 2017-18, je n'avais pas de smartphone parce que je voulais pas en avoir, parce que je savais que dès lors que j'ai un smartphone, eh bien, j'allais être
j'allais en être dépendant et c'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai eu un smartphone. La dépendance s'est faite c'est un peu comme une drogue, ça s'est fait, de manière progressive. C'est-à-dire que bon, au début, j'étais capable de laisser mon téléphone 1 jour, 2 jours, sans le prendre, et puis maintenant, je l'ai toujours sur moi et que voilà, je suis un peu accro, même aux réseaux sociaux et cetera. Bon. Hem et pourtant, je ne voulais pas de smartphone. Ça m'a créé de nouveaux besoins, mais j'ai dû en avoir un parce que, bah, tout le monde en a, parce que, toute une série de services, en fait, maintenant passent par les smartphones, par des applications, et que si on veut simplement être adapté à la société, telle qu'elle est aujourd'hui, eh bien, bah, on n'a pas le choix, il faut un smartphone. Donc j'en ai un comme tout le monde en a un, tout simplement parce que comme l'a bien vu, Jacques Ellul, bah, la technologie est devenue un milieu et cet exemple le montre bien à mon avis et montre bien aussi une certaine, bah, enfin, encore une fois, il faudrait s'entendre sur les termes, mais une certaine autonomie de la technique dans le sens où nous ne maîtrisons plus vraiment cette technologie, elle s'impose à nous, même quand on n'en veut pas, elle s'impose à nous et puis on en dépend complètement. Donc c'est pour ça que je dis tout à l'heure que je reste attaché à l'idée d'autonomie, voilà. En termes de non-dépendance aux grands systèmes technologiques industriels, parce que voilà, dans ma trajectoire, enfin, la découverte du smartphone, ça a été, vraiment il y a eu un avant, un après, quoi. Enfin, j'étais plus la même personne. Encore une fois de manière progressive, mais comme un drogué, quoi. Bon, je suis peut-être très dur vis-à-vis de moi-même, hein, mais je pense que c'est un exemple qui illustre bien cette idée d'autonomie de la technique dans ce sens-là, dans le sens où elle forme un milieu où il faut s'adapter. S'adapter ou peut-être pas mourir, mais en tout cas être à la traîne, être inapte et cetera. Mmh. C'est intéressant parce Alors que je rebondis très vite fait là-dessus, mais je pense que c'est pas vas-y, du vas-y, tout, vas-y, je pense que c'est pas du tout excessif de comparer ça à une drogue. Et d'ailleurs, quand tu regardes un peu, je sais pas si vous êtes un peu familier de tout cet univers de la Silicon Valley qui s'est un peu détourné justement. Il y a tout un tas d'anciens techies qui maintenant militent beaucoup contre tout un tas de choses, enfin en tout cas pour encadrer, on va dire, les réseaux sociaux, la gestion des smartphones, etc. Et même leur design en fait. Et ces gens-là te disent qu'en fait, bah, ça a beau avoir été fait avec des bonnes intentions, il y avait effectivement une volonté en termes de design dans la création du fonctionnement et notamment du software des smartphones de générer ouais, c'est ça, c'est une forme d'addiction par tu vois, des notifications qui vont générer de la dopamine chez toi, qui vont te donner envie de, tu vois. Et donc c'est pas du tout, ça me paraît pas du tout excessif de dire ça. Je pense qu'on l'est tous et je pense qu'en plus, effectivement, comme tu le dis, on peut pas vraiment y échapper. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, enfin, à moins de devenir un ermite, quoi, mais si tu veux, si tu vis en société, et que t'es, enfin, je veux dire, après là, on en revient à des considérations très sociaux, mais si t'es un tout petit peu inséré dans la société, tu en viens à avoir recours à ces choses-là, que tu le veuilles ou non, quoi. Mais voilà, c'était juste ce point-là qui me semblait intéressant à souligner. Je te laisse réagir, Christophe. Ouais, alors moi je suis super exemple, Samy, parce que je suis moi-même drogué au smartphone. Et j'essaye de me dédroguer. Et c'est là où je vais essayer justement de pas séparer. Vraiment, ça c'est peut-être quelque chose qui va être le point de rupture fondamentale entre nos accords, mais de pas séparer justement les rapports sociaux, les structures mentales et la technologie. Jamais la technologie. Tu as dit la technologie se développe. Moi je dis jamais ça, on développe la technologie. Moi, je vais avoir ce même rapport. Effectivement, j'ai eu un smartphone assez tard. Je sais pas quel âge t'as, Samy, mais on doit pas être très avancé. J'ai eu un téléphone même assez tard. Et puis j'ai eu ensuite un smartphone et je suis devenu accro. Je suis allé sur les réseaux sociaux assez tard, mais je suis devenu accro. Et en réalité, malgré tout ce que tu décris, Noé, qui me semble vrai, mais aussi pas simplement de manière cynique. C'est-à-dire quand tu dis, ils ont développé des trucs pour capturer l'attention, ne jamais perdre de choses, etc. C'est peut-être aussi parce que c'était sur le moment, tu vois, genre excitant. Absolument, absolument. Il n'y a pas forcément de cynisme derrière de dire, tu vois, on va vendre les choses. Et c'est là qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui faisait qu'une nouvelle apparition technologique, et qui était dans la production, et c'est pour ça que c'est intéressant ton truc sur la production, leur a paru nécessaire et excitant. Et bien là, effectivement, il y avait pour moi déjà des rapports sociaux. Et toi, Samy, si t'es devenu drogué
au smartphone comme moi, c'est que tu as déjà des structures mentales sur lesquelles tu trouves un débouché avec cet outil-là. C'est-à-dire, on prenait Twitter, tout à l'heure, tu as dit que Samy était un professeur émérite de Twitter. Alors, il n'est pas émérite, parce qu'il est pas retiré, j'ai l'impression, donc il est professeur titulaire, voilà, ou maître de Twitter, maître de conférence de Twitter. Mais et bah ouais, parce qu'il faut assumer ça aussi. Peut-être qu'effectivement, on est dans une phase de développement où on a aussi des structures mentales où, effectivement, le smartphone correspond. C'est pas le smartphone qui a créé ce besoin, correspond à une volonté d'interaction qui s'était accrue avant avec l'ordinateur, qui s'est accrue avant avec le téléphone non smartphone, c'est-à-dire la communication, qui s'est aussi les réseaux sociaux, notamment Twitter, a trouvé aussi un rapport aussi peut-être justement avec la volonté de débattre, d'échanger, de transmettre des connaissances, etc. Et ça, c'est des structures mentales qui ont précédé justement cette apparition-là et qui ont été effectivement enrichies, accélérées, voire même dérivées, voire même qu'on crée de l'addiction, voilà, parce qu'effectivement, il faut toujours se poser la question dans le rapport de la drogue, pourquoi certains tombent dans la drogue et d'autres ne tombent pas dans la drogue, parce que c'est toujours une corrélation entre un individu et la substance, et pas simplement la substance en elle-même qui fabrique des drogués. Et la technologie, c'est de la même chose. Et j'ai un exemple là-dessus qui est intéressant pour revenir un petit peu sur le process. Je sais pas si vous savez ce que c'est un Apple Newton. Pas du tout. Vous regarderez sur Google. Un Apple Newton, ils avaient déjà inventé l'iPhone en 1993. Donc c'est une espèce de... C'était au tout début Apple était assez productif. Ils avaient inventé déjà une tablette tactile avec les applis de l'époque, la technologie de l'époque. Et ça a été un flop complet. Ça a été un flop absolu. Et pourtant, l'idée derrière ça, malgré que la technologie soit pas la même, était identique. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que en 93, les gens n'avaient pas pris déjà l'habitude du téléphone portable, pris l'habitude de l'appareil photo numérique, pris l'habitude d'envoyer des mails, d'être derrière des ordinateurs, contrairement à 23 ans plus tard, je crois que c'est 2006, le premier iPhone, et ça a été un flop. C'est là où on dit, la technologie qui est autonome, non. Parce que justement, si c'était elle qui était autonome, dès le départ, elle aurait pu créer ce besoin-là en elle-même, l'Apple Newton en 93. Non, les structures mentales, les rapports sociaux, le rapport qu'on avait à la communication n'étaient pas encore mûrs pour pouvoir faire de cette technologie quelque chose d'indispensable, mais comme avant la voiture, comme avant le téléphone, comme avant la roue, etc. Donc ça veut dire que l'addiction que tu as, Samy, ou que j'ai au smartphone, ne réside pas simplement dans la technologie et dans cet outil. Oui, non, mais je suis d'accord là-dessus. Hein. Et quand tu dis on développe la technologie, oui. Alors j'étais un peu vite en disant la technologie. Ouais, mais c'est pas neutre, parce que tu vois, il y a toujours. Moi, je dis éviter de. Ça, on crée des besoins. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Je pense que des besoins se créent et à un moment donné, on y répond et on amplifie ces besoins. Effectivement, il y a des conflits aussi entre les besoins. Voilà, à un moment donné, peut-être tu pouvais encore résister au smartphone et puis à un moment tu peux plus, quoi. Comme tu pouvais résister à la voiture et puis à un moment tu peux plus. Donc voilà. Le cas de la voiture est un bon exemple puisque aujourd'hui on ne conçoit pas de société sans voiture. Voilà, toutes nos villes, je parle du monde développé, mais pas seulement du monde développé, sont construites autour de la voiture individuelle, avec les routes, les stations essence, etc. Enfin, les routes qui ont accaparé complètement l'espace, mais ça c'était impensable à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, quand la voiture est apparue, que c'était un luxe de bourgeois en fait, et il y avait énormément de conflits en fait contre l'imposition de la voiture individuelle en France, aux États-Unis, même en Suisse. C'est l'historien Jean-Baptiste Fressos qui rapporte ça dans les années 1910-1920, si je dis pas de bêtises. Il y a eu toute une série de votes, en fait, pour ou contre la voiture, et les gens votaient non, en disant « Ah, on veut bien les ambulances, oui, les pompiers, oui, ça c'est utile, ça peut aider la communauté, mais la voiture individuelle qui va reconfigurer tout l'espace, là, on n'en veut pas. » Et effectivement, la voiture s'est imposée, puisque derrière, il y avait, oui, des intérêts industriels qui ont
favoriser cette technologie-là. Mais en fait, ce sur quoi je voulais insister quand je disais que la technologie forme un milieu de vie, c'est que dès lors que, encore une fois, il y a des problèmes de taille qui se posent quand la voiture n'est plus le luxe de quelques bourgeois, mais que tout le monde doit avoir une voiture individuelle, qui a je ne sais pas combien de centaines de millions de voitures en circulation sur Terre. Dès lors Milliards. que ah oui, milliards, oui, sur les millions. Les chiffres sont tellement énormes qu'on ne peut même plus les concevoir. Bon. C'est encore une fois le décalage. Donc, le smartphone, c'est la même chose. Il y a peut-être plus d'1 milliard de smartphones en circulation. Et c'est en cela que les besoins deviennent naturels, en fait. C'est pour ça que, comme je disais aussi, la technologie devient une seconde nature, voilà, pour reprendre un terme d'un autre philosophe. Voilà, ces philosophes-là, Jacques Ellul, Anders, sont très proches, mais un autre philosophe, Langdon Wiener, appelle la seconde nature de la technologie, hein, qui en fait est tout sauf neutre, parce que ça aussi c'est un mythe. On est peut-être d'accord là-dessus. Hein. Complètement, justement, juste pour être clair, Oui. justement pour le fait qu'elle ne soit pas autonome, c'est aussi pour éviter de penser sa neutralité, justement. Oui, voilà. Alors, tout le problème est aussi dans le concept peut-être d'autonomie que, bon, personnellement, j'emploie pas toujours. Là, j'évoquais Jacques Ellul, donc comme c'est son concept, j'ai repris l'idée de neutralité de la technique, mais ce que je veux dire, c'est d'autonomie de la technique, pardon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la technologie est tout sauf neutre, qu'elle est traversée de politiques, d'enjeux sociaux, culturels, qu'elle façonne le monde et qu'elle finit par s'imposer à nous. C'est aussi sur ce point que je voulais insister, et c'est en ce sens que Jacques Ellul employait d'ailleurs le terme d'autonomie de la technique. Mais on est d'accord, hein. Et attention, pour moi, l'autonomie de la technique a une réalité réelle, c'est-à-dire dans son apparence, dans son phénomène, si on veut, dans sa manifestation. Effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la crise de nos sociétés rend la technologie comme autonome. Et justement par la spécialisation, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Samy, il y a des choses qui nous sont imposées, sur lesquelles on n'a pas de participation, parce que la division du travail et les rapports sociaux ne le permettent pas. Donc effectivement, comme tu disais, si tu voulais résister au smartphone, c'était quasiment impossible. Et là, de fait, cette autonomie, et c'est là où moi on a cité Illich, Gors, Ellul, bon, c'est vraiment des philosophes des années 60-70 qui sont quand même dans la même dynamique, tu vois, à mon sens, et qui ont un rapport marxien ou marxiste, mais qui sont assez critiques aussi d'autres aspects. C'est là où moi, c'est des travaux qui m'intéressent, mais pour moi, ils ne décrivent qu'une forme de réalité, on va dire, sensible, perçue, pas de réalité concrète. C'est-à-dire, derrière, c'est comme le fétichisme de la marchandise de Marx. Marx montre que le fétichisme de la marchandise est un processus qui apparaît justement par cette spécialisation et par le rapport du capital et du producteur à la marchandise. C'est pas, comment dire, un phénomène en soi où chaque marchandise, chaque produit, par définition, produit du fétichisme. C'est un rapport social, une forme d'organisation, une forme de mode de production qui crée le fétichisme. Eh bien, moi, je pense aussi que cette autonomie, elle a du sens, mais c'est derrière c'est pas la technique en elle-même qui est autonome, c'est nos rapports sociaux qui nous la rendent phénoménologiquement autonome. Voilà. Et clairement, effectivement, je pense que là-dessus on sera d'accord, c'est contre ça qu'on doit se battre. Et donc, peut-être que là on n'aura pas les mêmes moyens. Est-ce que c'est un rapport politique sur lequel moi je vais insister, ou est-ce que c'est un rapport effectivement de reconstruction, pas ce qu'on peut dire, rééchelle, comme on dit, rescalabilisation, voilà, de décroissance, voilà, c'est même pas une décroissance, c'est peut-être une remise à l'échelle. Voilà, là-dessus, il y a effectivement des oppositions, à mon avis, qui sont claires. Mais voilà, la technique en elle-même ne produit pas forcément un rapport à l'autonomie. Et pour revenir à ce que tu disais sur la voiture, toujours pareil,
oui, il y a des industriels qui ont favorisé la voiture parce qu'ils étaient producteurs de voitures, bon, ça on est d'accord, etc. Mais l'émergence de la voiture, si on prend la voiture, elle est longtemps restée, comme tu dis, tu disais un privilège de bourgeois, même un amusement de bourgeois. Parce qu'au départ, elle allait moins vite que le cheval, en fait. Donc c'était justement cette volonté d'être auto-mobilé, tu vois, donc il y a ce rapport d'autonomie aussi qui est intéressant. Et il a fallu justement des rapports sociaux nouveaux, la société de consommation, pour que la voiture apparaisse pas simplement comme un objet de consommation, mais une nécessité logistique de consommation. C'est-à-dire, par exemple, ce qu'on oublie de voir dans l'installation de la voiture, de la route, etc., c'est que c'est toute une logistique, tout un rapport même à l'alimentation. C'est-à-dire, c'est l'arrivée du frigo. À partir du moment où tu peux mettre l'équivalent de 100 litres de nourriture chez toi, il faut que tu puisses être capable de transporter 100 litres de nourriture. Donc, c'est aussi l'invention du supermarché. Et tous ces rapports sociaux-là, c'est-à-dire ce rapport à une nouvelle forme d'abondance, on va dire dans les années 30 aux États-Unis, et puis surtout après la guerre pour l'intégralité du monde occidental, eh ben, a permis aussi la voiture. Sans que les industriels pro-bagnole n'y soient pour quoi que ce soit. Mais c'était un nouveau rapport social, un nouveau stade de développement des forces productives et des structures mentales qui ont fait de la voiture. C'est souvent ce qu'on oublie. Moi, je dis souvent, c'est le supermarché, la route, la voiture, le frigo. Voilà. Tout ça est connexe parce que le mode de production permettait justement de ne plus avoir à faire son marché tous les jours. Oui, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Très bien. Alors, je rembraye parce qu'on est déjà à 1 heure à peu près de conversation. Mais effectivement, donc face à tous ces constats qu'on vient de faire, se pose une question qu'on a déjà évoquée en filigrane, qui est celle de la décroissance comme potentielle solution. C'est une notion qui est pas nouvelle, ça a 50 ans à peu près, mais qui est peut-être un peu plus entrée dans les courants mainstream ces dernières années, notamment avec des gens, en France, moi je pense à quelqu'un comme Jean Covici, qui a quand même un discours au moins partiellement décroissant. Et donc je voulais savoir, voilà, comment vous voyez cette question tous les deux. Je pense que vous n'êtes pas forcément totalement alignés. Donc voilà, est-ce que c'est une vraie solution, ou est-ce que c'est simplement une rustine finalement, en commençant par toi, Samy. Alors la bonne question, à mon avis, c'est que faire décroître, en fait, puisque j'ai commencé en disant, quand on parle de croissance, on parle en fait de l'augmentation de, là. Et donc quand on parle de décroissance, c'est la diminution de. Diminution de quoi? Donc il y a effectivement des choses à faire décroître et des choses qu'il faudrait faire croître. Alors pour ma part, je me revendique pas forcément de manière explicite de la décroissance, parce que c'est quelque chose de très ambivalent, on y reviendra. Mais je pense que l'une de nos priorités, c'est peut-être pas la priorité absolue, mais l'une de nos priorités, si on tient à un monde viable sur le plan écologique, social, c'est de repenser l'idée de liberté, hein. Je reviens à ce texte d'Aurélien Berland que je citais aussi tout à l'heure, de plus concevoir en fait la liberté comme étant la délivrance des charges matérielles permises par la technologie et par l'industrie. Mais d'avoir un autre rapport à la liberté comme étant autonomie collective. Donc là, je n'y reviens pas, c'est classique de la liberté chez les décroissants. Alors sur ce plan-là, je pense que c'est nécessaire effectivement de reprendre en charge certaines choses par soi-même, à l'échelle collective, ce qui permettrait en fait de faire décroître déjà nos besoins, puisque dès lors qu'on fait les choses par soi-même, on sait que rien n'est gratuit en fait, que rien ne tombe du ciel en quelque sorte. Donc automatiquement on est amené à s'auto-limiter. C'est cette idée d'auto-limitation aussi qu'évoquait Gortz, qui est très, très proche en fait de celle de l'autonomie. Se donner à soi-même sa propre loi, c'est aussi se donner à soi sa propre conduite, et donc c'est aussi s'auto-limiter dans ses désirs, dans ses besoins. Mais ça paraît une démarche extrêmement individualiste, un peu colibriste comme on dit, hein, le mythe du colibri qui fait sa part. Et c'est tout le problème de la décroissance en fait, c'est que c'est pas un programme politique,
le mot a été lancé dans les années 70, justement par André Gorz, comme étant en fait un mot obus, comme disait je ne sais plus qui, comme étant un slogan en fait. Mais derrière, il n'y a toujours pas de programme politique et voilà, la question se pose de qu'est-ce qu'on veut faire décroître. Mais d'autres questions se posent, déjà, est-ce que c'est efficace? Parce que là, il y a eu quand même des exemples historiques de décroissance, alors qu'il y a des décroissances contraintes, pas forcément maîtrisées, pas forcément voulues, mais voilà, j'ai un exemple en tête, c'est l'exemple de Cuba, qui après la guerre froide était coupé des approvisionnements soviétiques en pétrole. Et donc ça a été un choc énergétique violent. En 20 ans, les Cubains ont perdu 5 kilos, pour vous donner une idée de l'impact sur les corps de cette décroissance. Parce qu'il a fallu complètement repenser l'économie, il a fallu plus marcher et moins prendre la voiture, voilà. Se passer de certains aliments, bon. Mais au final, quelle était si on prend quelque chose qu'on sait mesurer, qu'on a bien mesuré, qui est le taux d'émission de CO2, quel était l'impact sur l'émission de CO2 dans l'atmosphère? Il y a une baisse, mais une baisse qui est en fait pas très, très élevée. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais on perd quelques millions de tonnes de CO2 et donc par an. Et à un prix social qui est quand même extrêmement fort. Donc c'est un exemple qui peut rendre sceptique sur la possibilité en fait d'une décroissance. Et bon, un autre exemple de décroissance forcée ou contrainte, c'est celle du confinement de 2020. Voilà, où voilà, tu citais Jancovici, Noé. Jancovici dit bon, en fait, pour respecter les accords de Paris, donc rester en dessous des 2 degrés d'émission de CO2, 2 degrés d'élévation de la température moyenne, pardon, d'ici 2050, il faudrait un Covid tous les ans, en fait. Bon, on voit bien que c'est pas possible, que le coût à payer est trop fort, en fait. Et donc voilà, c'est le dernier problème que pose la décroissance, à mon avis, c'est que, voilà, est-ce que c'est vraiment possible? C'est la raison pour laquelle j'ai du mal, en fait, à me revendiquer de la décroissance, parce que voilà, j'ai l'impression que ça reste quelque chose de très nébuleux. Alors il y a une pensée décroissante, bien construite, on a cité plein d'auteurs là, de Gorz à Illich, jusqu'à Berland aujourd'hui. Mais voilà, est-ce que c'est vraiment possible? C'est encore une question, voilà, que je me pose depuis maintenant 15 ans et je sais pas si, s'il y a une réponse, voilà. Je vais pas monopoliser la parole plus que ça, j'ai beaucoup parlé. Vas-y Christophe. Moi aussi, t'inquiète pas. Non, t'as cité Jancovici, c'est intéressant parce que la décroissance c'était quand même plutôt une pensée voilà, ouais, autonome, enfin des années 60-70, et justement de sorte un peu avec toute cette dynamique de critique du monde industriel plus que du capitalisme ou du communisme, parce que souvent ça se retrouvait justement dans les années 70 d'avoir une critique commune et de l'URSS et du capitalisme occidental. Donc il y a eu tout un mouvement de désertion, il y a eu aussi effectivement plein de productions intellectuelles, décroissantes ou non, mais justement de la désinstitutionnalisation, du processus destituant, de l'autonomie, etc. Donc c'est plutôt des choses de gauche. Et tu cites Jancovici, qui moi je classe clairement à droite, mais je sais pas comment tu le classes, Samy, ou Noé, je sais pas trop, mais Noé, toi tu classes peut-être moins les gens à gauche à droite que moi, mais et aujourd'hui oui, il y a toute une logique de décroissance de droite en fait, et qui a un rapport assez, comme on en parlait tout à l'heure, de fétichisme un peu du carbone. On parlait de fétichisme de l'autonomie. Jancovici a pour moi un fétichisme du pétrole et du carbone. C'est-à-dire, il considère exactement de la même manière ce qu'on a dit tout à l'heure, comme si le pétrole était apparu de manière magique dans l'humanité et lui avait permis de faire la fête pendant un siècle et demi, et il allait se réveiller le lendemain avec la gueule de bois. Je sais pas si vous sentez pas ça chez Jancovici. Oui. Voilà, c'est voilà, on vous a laissé, voilà. Et tout ça, ça fait fi effectivement de considérer que ben non, le pétrole, les humains ont vécu avec pendant des centaines de milliers d'années.
en pensant que c'était juste un rejet noir issu de la Terre. Je ne sais pas ce qu'ils en faisaient d'ailleurs. Il y en a qui l'utilisaient pour imperméabiliser les bateaux au début. Enfin, ça avait une utilité assez marginale, mais l'humanité a toujours connu le pétrole. Il a fallu, une fois de plus, les rapports socio-capitalistes et la nécessité de trouver de l'énergie le moins cher possible pour qu'on fasse du pétrole une ressource énergétique qui n'existe pas en soi. Il faut à l'intérieur de ça tout un développement productif, un développement intellectuel. Voilà. À l'intérieur du pétrole, il y a, je sais que tu aimes bien la philosophie du XVIIe siècle, Noé, donc c'est la monadologie, tu vois ce que je veux dire, du capitalisme. C'est pas simplement sa source énergétique. À l'intérieur du pétrole, le raffinement, l'extraction, etc., il y a toute la société spécialisée industrielle, qu'elle soit communiste, enfin capitaliste d'État, communiste, etc., et derrière. Donc ça, Jancovici passe totalement à côté. De la même manière, aujourd'hui, il y a une critique de la décroissance, avec ce même fétichisme technologique. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, j'ai vu passer ça depuis plusieurs mois, c'est assez médiocre, mais Vera Nikolsky, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui parle de... J'ai vu, mais j'ai pas lu son livre. Ouais, bah épargne-toi ça, je pense que t'as... Mais ce qui est plus intéressant, c'est justement c'est un mouvement un petit peu de critique, en fait, des mouvements de libération de la féminin, justement en disant mais c'est que le progrès, le féminisme n'existe que par le capitalisme, la libération de la femme c'est juste l'autonomie de la technique et l'autonomie capitaliste qui l'a permis, etc. Toujours pareil, on oublie les sujets, on oublie les rapports sociaux qu'il y a derrière. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, pour revenir à ta question, on voit effectivement l'émergence d'une critique de la technologie ou d'une critique de la technologie. Donc pour nous marxistes, ça dévoile un truc, c'est qu'il y a crise. Voilà, quand il y a critique et critique de la critique, c'est que vraiment il y a une crise fondamentale. Et la décroissance devient quand même quelque chose d'hégémonique. Tu parlais justement, Samy, de est-ce que c'est possible? Moi, j'ai cité l'exemple du Covid. Moi, ça me paraît, en fait, ça m'a plus donné la vie que c'était possible, en fait, de pouvoir garder un confort, on va dire, normal, tout en produisant 2 fois moins. Ce dont on s'est rendu compte pendant le Covid, c'est que finalement, tout le monde a gardé son logement, a pu manger à peu près à sa faim, etc. Pendant qu'on avait concentré la production aux simples besoins. Et donc, ça avait ralenti fortement l'émission de carbone. Ce qu'on s'est rendu compte, à mon sens, pendant le Covid, c'est pas qu'il n'y avait pas assez de travail dans ce monde, c'est qu'il y en avait beaucoup trop. Et ce qu'il aurait fallu faire, et si on part de ce moment-là pour essayer de penser une société décroissante qui ne serait pas une forme de réaction, une forme de retour à la rareté, au manque, etc., et donc probablement à un ordre plus autoritaire ou symbolique, là, c'était de se dire que on aurait pu rester dans ce mode-là, et pendant que à 20h, des gens, au lieu de taper sur leur casserole pour applaudir des caissières ou des infirmières, ils auraient pu simplement, dans un monde normal sans Covid, de la même manière, aller prendre leur tour à la caisse en bas du supermarché, et alors prendre leur tour à l'usine qui produisait la bouffe, et aller prendre leur tour à l'hôpital et ailleurs. C'est-à-dire qu'on avait paradoxalement une société qui était encore fonctionnelle en termes les magasins n'ont jamais été totalement vides, il y a eu un choc logistique au début, etc. Mais en fait, on avait une partie de la population qui ne faisait rien pendant que l'autre faisait tout. Ça a quand même concentré la production autour des besoins. Si on part par là, on se dit, tiens, faisons une uchronie. À ce moment-là, Samy prend le pouvoir pendant le Covid et il dit, le Covid n'est plus là. Par contre, maintenant, ceux qui sont chez eux, vous retournez dans les entreprises qui ont continué parce que ça prouve qu'on en avait besoin. Et puis, vous arrêtez de faire vos travaux qui servaient à rien avant, tu vois. Enfin, bon, il y avait les profs quand même, Samy, excuse-moi. On a travaillé pendant le Covid. Non, mais je sais. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pour ça que là, on va revenir à la division du travail. Aujourd'hui, on a des sociétés qui organisent la division du travail de manière sociale, avec, on vient de le citer, un organe
une institution fondamentale dans cette production de division du travail qui s'appelle l'école, c'est-à-dire qui va délivrer des diplômes et des capacités sociales pour prendre tel ou tel, on va dire, poste ou on va dire catégorie socio-professionnelle dans la division du travail. Ce qui crée justement ce que tu as dit, cette spécialisation, le fait qu'on va faire des tâches répétées ou un job répété pendant 40 ans, toute sa vie, ce qui donne cette séparation de la production, etc. Et je pense qu'on peut aussi penser une division du travail différente, qu'on va considérer comme temporaire, ou eh bien, voilà, plutôt qu'il y ait sur une masse d'heures de travail à fournir pour une communauté, une entreprise, une administration, etc., tant d'heures de cette tâche-là, un tiers de ces tâches, enfin, il y a 3 tâches, imaginons, et il faut qu'un tiers des effectifs les fournissent, ben, plutôt qu'on va dire ce tiers-là va faire tout le temps celle-là, ce tiers-là va faire tout le temps celle-là, ce tiers-là va faire tout le temps celle-là. Une division temporaire du travail, c'est de dire, ben, un tiers de votre temps, vous faites ça, un tiers de votre temps, vous faites ça, un tiers de votre temps, vous faites ça. Et ça, c'est une sortie de la division du travail social pour avoir une division du travail temporaire et qui me semble aussi être un moyen, justement, d'aller vers cette moins grand fétichisme de la marchandise, qui était finalement le mode le moins fétichiste. Hein. Quand Marx décrit justement l'apparition du fétichisme, il le compare justement à l'artisan. Il dit l'artisan, lui, il avait cette autonomie dont tu parles, Samy, parce qu'il faisait la chaise de A à Z, donc il savait exactement le process pour fabriquer une chaise. L'industrie de menuiserie, elle, sépare le barreau de l'osier, de la peinture, etc. Et donc, sépare effectivement l'intégralité des producteurs de l'outil de la production. Et on pourrait imaginer que eh ben, chacun des ouvriers participe temporairement à l'intégralité des tâches. Je te laisse rebondir sur tout ça, Samy. Alors oui, alors sur la division des tâches, moi je suis d'accord avec cette proposition. Alors je vais revenir sur le cas du Covid. Alors je pense pas du tout que ça ait montré que on peut vivre dans le confort en divisant l'économie, puisqu'il y a quand même plein de gens qui ont perdu leur emploi, qui faisaient pas forcément des jobs inutiles d'ailleurs, enfin, des restaurateurs, je pense par exemple à eux. Et puis il y a des tonnes d'entreprises qui ont été aidées à coups de milliards, ce qui a entraîné des désordres économiques. Donc voilà, le problème, encore une fois, de la taille se pose, c'est-à-dire on vit dans un système économique tellement énorme on peut pas vraiment l'arrêter comme ça, sans conséquence. Et en plus, ça a duré 3 mois, et après la croissance est repartie plus belle. Enfin, la croissance. En tout cas, la production de biens, la consommation, les trajets en avion, etc. Tout ça a explosé après le Covid. Donc, ça a été un petit grain de sable dans la machine, mais la machine a fonctionné ensuite, a tourné à plein régime. Donc voilà, je ne suis pas convaincu que le Covid montre que c'est possible de décroître, en tout cas de ralentir. Et en fait, ma crainte quand je dis est-ce que la décroissance est possible, c'est vraiment ma peur, ma terreur, c'est est-ce qu'on est dans la cage d'acier décrit par Max Weber. Est-ce qu'on n'est pas dans ce prodigieux cosmos de l'ordre économique qu'on doit nourrir jusqu'à la fin, qui s'est lui-même en quelque sorte autonomisé, dans le sens où il s'impose à nous, où il n'est plus pilotable, sans qu'il soit possible d'en sortir. Et vraiment, je n'ai pas la réponse. C'est-à-dire que oui, dans l'idéal, il faudrait décroître, permettre une meilleure division du travail, comme tu le suggérais, abandonner certaines productions mortifères, la production d'armement, etc. Mais est-ce que c'est possible? Je pose aussi une question géopolitique. Si demain, un pays comme la France décidait de décroître, la France se ferait manger par la Chine, par les États-Unis. Et donc, pour rester sur le tapis roulant, il faut courir toujours plus vite, il faut toujours faire plus. Et donc, voilà. Est-ce qu'on n'est pas pris dans cette cage d'acier capitaliste, industrielle, économique Vraiment, c'est une question qui me hante, qui me taraude depuis très longtemps. C'est une même question. Hein, je rebondis sur le Covid, c'est intéressant et ça montre, je pense, effectivement nos différentes approches. On n'est pas juste, on voit pas les mêmes potentialités. C'est-à-dire que toi, tu y vois les limites et moi, j'y vois des potentialités. Justement, l'intérêt du Covid, moi, c'est que ça a été un moment de défétichisation de la marchandise.
C'était un moment où les gens, il fallait faire tourner des outils de production, pas simplement parce que les individus devaient reproduire leur force de travail, gagner leur argent, etc. Mais il fallait faire tourner des outils de reproduction de besoins. C'est-à-dire, à un moment donné, on a parlé des besoins essentiels. On a posé ces questions-là, qui sont des questions qu'on ne pose jamais, justement, dans le mode fétichiste de la marchandise. Personne ne pose la question de est-ce que c'est un besoin essentiel ou non. Le Covid a permis ce moment-là et, comme je le dis, a maintenu malgré tout. On n'a pas eu de gens. Tu as parlé de. Oui, effectivement, tu as la petite bourgeoisie et puis les restaurateurs. Que je dis pas qu'ils sont inutiles, hein, mais effectivement, mais c'est pas le manque de production qui a tué les restaurateurs pendant la période du Covid. C'est justement parce qu'en fait, on produisait suffisamment pour que tout le monde est à sa fin dans la société. On se concentrait justement sur les besoins essentiels, comme on l'a dit. Mais par contre, les gens étaient confinés. Les restaurateurs n'ont pas été tués à cause justement du ralentissement de la production. Ils ont été tués justement à cause de l'empêchement d'aller consommer chez eux. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Par contre, eux, les gens qui auraient pu aller pendant le Covid, si ça avait été justement le même ralentissement économique centré sur les besoins essentiels, les gens auraient pu aller au restaurant dans leur temps libre, n'auraient pas épargné. Et effectivement, comme tu dis, toute cette masse d'argent qui a été transférée, qui a été maintenue pour justement maintenir cette circulation, il y a eu, faut se rappeler aussi, il y a eu une épargne du Covid. Quand tu parles de que la machine elle est repartie, il y a eu une épargne du Covid parce que justement certains étaient chez eux à ne pas produire et à percevoir quand même un salaire, hein. Ça peut être des milieux industriels, pendant que d'autres produisaient les besoins de la société. Donc pour moi, là il y avait, c'est pas parfait, hein, c'était intéressant de se poser la question, voilà, finalement combien d'heures de travail il faut pour reproduire, on va dire, les besoins suffisants. Et je parle pas des besoins même essentiels, des besoins suffisants. C'est-à-dire que manger, avoir un logement, avoir de l'énergie. Personne n'a manqué d'électricité, d'eau, etc. pendant le Covid. Enfin, il n'y a pas eu des blocages sur ces réseaux basiques. Donc, combien de gens se sont arrêtés? Combien de gens il a fallu maintenir pour que ça fonctionne? Quels sont les besoins essentiels? Quelles sont finalement les forces de productif, comme tu l'as dit, qu'il faut maximiser, maintenir, voire même augmenter, et que fut les travaux totalement inutiles? Je pense que le Covid, pour moi, est une ressource intellectuelle justement pour penser une société, je vais dire orientée autour des besoins, ça fait très mélenchoniste, mais c'était un slogan de Mélenchon en 2022 qui me semble extrêmement malin et pertinent pour penser un rapport politique, c'est-à-dire produire en fonction des besoins et non plus produire en fonction des nécessités de croissance. Voilà. Oui, je vois. Alors juste un mot, quand je parlais des restaurateurs, je parle pas forcément des patrons, mais ils ont aussi des employés, etc., qui ont perdu des emplois. Oui. Bon, c'est difficile pour des gens qui sont pas des privilégiés cette période du Covid. Après, pour voir aussi un peu macro, hein. C'était juste pour ça. Oui. Alors pour aussi essayer aussi de voir un peu de positif dans cette période de Covid, moi j'étais frappé de voir des gens qui faisaient leur masque eux-mêmes, par exemple. Et ça, je me dis: ça, c'est une réappropriation de quelque chose qui, en fait, était jusque-là délégué à la grande industrie. Alors le problème, c'est que, dès lors que les gens ont commencé à faire leurs masques eux-mêmes, on leur a dit: «Bah oui, mais il faut que ça respecte telle ou telle norme, il faut comme le tampon de l'administration, de l'industrie, et cetera» derrière, mais bon. Donc le Covid, ça a aussi été ça. Les gens, enfin, je dis pour prendre des trucs basiques, mais ont pris le temps de cuisiner, d'avoir des Il y a activités une comme ça. libération du temps fondamental. Et il y a une libération Pour du temps. certains, pas pour d'autres. Certains pas Tu vois? pour d'autres parce que, Non, enseignant, sur Zoom, bon. Non, mais tu vois, certains. Mais tu vois, toujours pareil. C'est pour ça qu'il faut, je pense, si on veut avoir une vue, c'est justement différencier l'arrêt la réduction de production du Covid aux besoins et les effets du confinement. C'est-à-dire, par exemple, tu pourrais
le fait devoir faire l'enseignement sur Zoom n'est pas corrélé à l'arrêt de production que le Covid a entraîné. Il est le fait du confinement. C'est-à-dire, tu pourrais te dire, si dans cette période on avait dit que tu pouvais toujours aller faire classe en classe, tu vois, t'aurais pas eu cette problématique-là, tu vois. Donc, il y avait quand même effectivement, voilà, c'est aussi cette pensée du package, quoi. Le Covid, pour moi, c'était assez fascinant de voir des gens qui étaient coincés chez eux, qui avaient du temps pour, comme tu l'as dit, fournir des travaux domestiques qu'ils faisaient pas avant, qui déléguaient peut-être, etc. Et qui auraient pu justement aller entraider les métiers essentiels, pendant que d'autres justement supportaient la charge de tout le monde. Donc pour moi, il y avait une ressource en se disant, ah, tiens, à partir de là, il y a une bifurcation possible, c'est-à-dire, est-ce qu'on aurait pu repartir à partir de ce qu'on avait défini comme essentiel? Peut-être que c'était pas, il y en avait d'autres en fait qu'on aurait vu, et justement repenser justement le temps social que doivent fournir les gens. Et effectivement, comme tu dis, est-ce que des métiers inutiles, dans des industries inutiles, secondaires, ou des services inutiles, ben, plutôt que de reprendre leur métier comme avant, est-ce qu'ils n'auraient pas mieux valu qu'ils aillent justement fournir des besoins essentiels, et auquel cas la même production aurait été faite par plus de gens, et donc tout le monde se serait libéré en temps sans qu'on remonte dans la croissance, quoi. Dans l'idéal. Non, mais c'est une bifurcation Oui. idéaliste un peu, hein, on est d'accord. Dans Il y l'idéal, a des potentialités matérielles, on l'a vécu, quoi. oui. Voilà. On Parce l'a que vécu. concrètement, quand des gens ont gagné du temps, en fait, c'est parce qu'il y avait encore des éboueurs dehors, il y avait encore, bien sûr, des infirmières qui travaillaient, etc., etc. Donc, encore une fois, cette mais- délivrance du temps, elle s'appuie sur le travail d'autres. Donc, bon. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que justement, c'est que plutôt que de rester sur... avant, il y avait... Allez, pour être vraiment clair, je sais pas si les gens vont comprendre, mais on va dire qu'il y avait 8 heures de tâches essentielles et puis 8 heures de tâches inutiles. Pendant le Covid, les 8 heures de tâches essentielles sont peut-être passées même à 9, parce que voilà, pour des raisons... et puis quelqu'un qui se retrouve chez soi, qui lui faisait un travail inutile. Je schématise, hein. Eh bien, effectivement, les 8 heures de tâches essentielles ont été un privilège de certains, inutiles. Ce qui est paradoxal d'ailleurs, c'est les plus inutiles qui se sont retrouvés finalement les plus privilégiés. La reprise, c'était pas de reprendre ces 8 heures, de laisser les boueurs faire ces 8 heures utiles et reprendre 8 heures inutiles. C'était justement de se dire, est-ce qu'il n'aurait pas fallu que cette personne inutile aille faire 4 heures des boueurs pendant que l'autre, justement, Oui. réduise à 4 heures pour faire les 8 heures utiles. Voilà. Oui, je suis. La pensée. Je comprends tout à fait. Oui. On t'avait compris, ouais. Très bien. Bon, on approche d'une heure et demie à peu près là, d'émission, et donc il va être temps de conclure. Mais justement, une des dernières questions que je voulais poser pour terminer, c'était lié à quelque chose qu'on entend régulièrement, et dès qu'on parle justement de sujets connexes à la décroissance, parce que en fait ça occasionne une forme de levée de bouclier chez certains. Dans le sens où finalement ces volontés décroissantes, ou de poser, on va dire, un cadre ou des limites au paradigme de l'expansion pour l'expansion, ces volontés donc comporteraient en elles une part d'autoritarisme. On entend parfois parler de dictature verte, on va peut-être aussi se faire traiter de pastèque pour cette discussion tous les trois, puisqu'on parle de décroissance et de socialisme. Or, comme chacun sait, une pastèque c'est vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Donc ma question est la suivante: n'y a-t-il pas quand même donc un risque, en voulant limiter la croissance, à tomber dans des affects réactionnaires ou autoritaires, etc., etc. Samy? Oui, la réponse est oui, puisque il y a une écologie réactionnaire, hein, qui se développe actuellement, qui a bien été analysée par exemple par Antoine Dubiot dans Écofascisme, ou Pierre Madelin. Et moi-même, quand là, on parle beaucoup de questions de taille, en fait, cette thématique, moi, j'ai découvert en 2014-2015. En lisant un livre qui porte cette question-là, Une question de taille, d'Olivier Rey, livre qui m'avait vraiment fasciné, que j'ai relu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Moi, je relis beaucoup, c'est important de lire et de relire. Et Olivier Rey, voilà, depuis peu, devient très, très, très problématique
enfin, je ne veux pas faire la police politique, hein, mais il représente une écologie réactionnaire que je condamne. Et pareil, mais c'est en le lisant lui que j'ai découvert ces questions-là. Donc, quand je parle de dérive réactionnaire, bon, je cite un cas particulier, mais voilà, il y a par exemple beaucoup de transphobie dans certains milieux écologistes, décroissants, anti-industriels. Il peut aussi y avoir une naturalisation en fait de l'idée de limite. C'est-à-dire que voilà, il y a des limites écologiques, ça, bon, ça c'est une réalité scientifique. Oui, il y a des limites. Les limites planétaires, théorisées par Rockström, par exemple. Le climat est une limite planétaire, voilà, qu'on a complètement explosé. On est en train d'exploser tout un ensemble de limites planétaires qui nous plongent dans le désastre actuel. Et quand on réfléchit sur la question de effectivement, de la taille, de la juste mesure, du proportionné, on peut être amené à naturaliser en fait l'idée de limite dans l'espace social et politique, et ça c'est dangereux puisque cette idée de limite peut très vite en fait être assimilée à des limites culturelles, c'est-à-dire à la fermeture des frontières. Mmh. Ou à des limites morales, c'est-à-dire, je parlais de la question trans, voilà, je parle de la question trans parce que c'est vraiment un truc dans lequel moi-même j'ai pu tomber il y a quelques années, hein, en lisant certains auteurs qui voyaient dans la possibilité de changer de sexe, une sorte de dépassement des limites qui serait pas acceptable dans une société. Ouais, le transhumanisme de manière générale. Alors le transhumanisme, je pense que c'est quand même autre chose, mais Oui, mais il assimile à la même chose. C'est-à-dire qu'il oui, y a voilà, la voilà, oui. identité comme un effet du transhumanisme et donc Voilà, ou l'inverse, mais voilà, ce serait le signe en fait comment dirais-je? De l'emprise en fait industrielle sur les corps et sur les imaginaires, qu'un homme pourrait se changer en femme ou l'inverse. Voilà, bon, c'est tout ce discours-là, qui est proprement, bon, réactionnaire. Enfin, si on est de gauche, et qu'on est pour l'émancipation de toutes et tous et pour en fait aussi la liberté des choix de vie quoi, tout simplement. Ça pose un problème et et donc voilà, il faut l'idée de limite, c'est une idée qui est difficile à manier, quoi. Il faut être très prudent, quand on parle de limite, de taille raisonnable, de juste mesure, puisqu'on peut vite, en fait, revenir à justifier, en fait, des ordres traditionnels, et en fait, oppresseurs, oppressifs. En disant: «Bon voilà, il y a 2 genres et c'est comme ça, voilà, c'est c'est les limites fixées par la nature». Bah oui, le problème c'est qu'il y a des gens qui se reconnaissent pas dans cette binarité et je pense qu'il faut simplement les laisser vivre quoi. C'est là-dessus je serais plutôt libéral en fait. Hem donc voilà, c'est un vrai danger et puis l'autre danger, c'est le risque d'une écologie effectivement autoritaire qui soit décidée par le haut. Le modèle chinois d'ailleurs qui est vanté par Jean Covici, c'est ça. voilà, qui est effectivement, pas de gauche à mon avis, qui est d'ailleurs aussi, capitaliste. Il y a une décroissance capitaliste, hein, Jean Covici en est une incarnation. Donc voilà, c'est aussi un risque, donc il faut marcher sur cette ligne de crête, c'est-à-dire, avoir conscience des limites naturelles, des limites écologiques, effectivement. Heu, à mon avis, c'est important aussi de réfléchir sur la taille de nos systèmes économiques et technologiques puisque la taille, à mon avis, fait quelque chose sur, la société et donc la question qui se pose, c'est quelle société nous voulons-nous? Mais d'un autre côté, voilà, rester très cohérent sur l'objectif d'émancipation quand même, pour le plus grand nombre. Mmh. Christophe, tu veux rebondir? Ouais, pour finir sur la partie, bon, Samy, là-dessus, je pense qu'on sera d'accord. Oui, il y a pour moi deux, je l'ai un peu évoqué, mais il y a deux formes de réactionnaires, autoritaires en général, les deux vont de pair, comme on disait au début. Il y a cette volonté, effectivement, de considérer que comme l'Anthropocène, c'est-à-dire l'avènement de l'humanité sur la planète, etc., les répercussions de l'humanité sur la planète sont critiques, de vouloir une espèce de revenir avant l'Anthropocène, avec une mythologie romantique de la communauté, comme tu l'as dit un peu Samy, naturaliste, voilà, ou beaucoup plus orientée vers le minimum, vers la nature, avec des ordres symboliques, l'homme, la femme, etc.
Bon, déjà, tout ça, ça me semble fondamentalement réactionnaire. C'est aussi tout à fait, à mon avis, idéaliste. En fait, ce qu'on se rend compte, si on analyse un petit peu l'histoire de l'humanité, c'est que finalement, les stades les plus primitifs de l'humanité, l'humanité était tellement peu développée que ce qu'on appelle le communisme primitif, je sais pas si tu connais les travaux d'Alain Testard, etc. Voilà. En fait, on se rend compte que c'était des États où les premiers hommes étaient tellement marginaux à l'échelle des ressources qu'offrait la planète par la cueillette et par la chasse, qu'il y avait une espèce de communisme primitif, et d'ailleurs assez peu de division genrée du travail. Ce que tu expliques, il n'y a pas du tout cette mythologie de la femme s'occupe des enfants à la grotte pendant que l'homme va chasser. Toute cette mythologie, en fait, on se rend pas compte que c'était une mythologie des années 20-30 de l'homme qui va à l'usine pendant que la femme est au foyer, c'est-à-dire du mode nucléaire bourgeois réinterprété à la préhistoire. Vous voyez, c'est les pierres à feu. Vous voyez ce que je veux dire mais c'est intéressant ça, moi, je trouve. Carrément. Tu vois, et ben les pierres à feu, c'est vraiment ça, c'est de se dire il y a une division normale, et puis à la préhistoire c'était pareil, il y avait maman à la maison avec les enfants, et puis papa qui ramenait à manger. Et donc tout ça c'est des conneries, mais par contre ça traduit justement cette vision réactionnaire qu'on peut voir aussi, tu sais, dans les on parlait des pierres à feu, les œuvres de fiction genre Handmaid's Tale, etc. traduisent ça, c'est-à-dire de se dire attention, si on revient à des sociétés un petit peu plus archaïques, un peu plus primitives, on va revenir à des modes d'ordre autoritaire, avec une division beaucoup plus symbolique, avec un retour au genre, etc. Donc il y a des gens pour qui qui trouvent ça plutôt positif, et il faut s'en méfier. Et il y a aussi des gens qui utilisent cette critique, je l'ai dit là, Vera Nikolsky ou ce genre de choses, pour justement légitimer le capitalisme et sa technologie, c'est-à-dire pas faire ce travail critique que tu fais, Samy, justement, ou que nous on va faire. C'est-à-dire de dire que c'est un mode, une taille, un développement des forces productives qui est, comment dire, dépossédé de la communauté humaine, dont les rapports sociaux ne sont pas adéquats. D'où la volonté de changement, enfin de révolution politique. Donc oui, il y a toute cette volonté de décroissance. Et pour finir, ouais, sur la partie de la limite, c'est ce que je te disais, Samy, tout à l'heure, c'est quand on pense justement de se dire est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise taille, le risque c'est toujours de jamais historiser ça et de se dire finalement c'est pas tant la taille en soi qui est problématique que quels rapports sociaux gèrent cette taille à l'intérieur. Et c'est pour ça que par exemple dans le marxisme on parle assez peu de croissance et de décroissance, mais de développement. Et ça me semble, pour éviter de parler de décroissance, parce que j'aime pas trop le terme non plus, ça me semble être un terme quand même plus adéquat, parce que l'intérêt du développement, et d'ailleurs on le voit aussi, ça a été un moyen, l'indice de développement humain par exemple, ça a été aussi un moyen avec ses limites bien sûr, mais d'aller de mettre en échec un peu la logique du PIB par exemple, ou la logique de la pure croissance économique. Et donc pour moi, voilà, c'est plutôt cette idée de développement. Oui, je pense que l'humanité et les communautés tendent à se développer, et pas simplement en termes d'espace, de taille, etc., mais en termes même de connaissance, de compréhension du monde. C'est-à-dire, personne, on parlait de décroissance ou de limite, personne n'imaginerait de proposer une limite au développement des connaissances, par exemple, ou à la croissance des connaissances. Et ça, pour moi, ça montre une chose, ça montre justement cette infinitude du développement et de la nécessité du développement humain. Mais effectivement, il faut penser ce développement-là de manière adéquate à l'humanité même. Parce que, pour moi, le problème écologique est un problème social, est un problème pour la communauté humaine. C'est-à-dire, il n'y a pas de nécessité d'existence en soi
de l'ordre naturel, indépendamment de la façon dont il a ses répercussions sur la communauté humaine. Et donc, ce qui pose problème, et je pense qu'il faut le rappeler dans la crise écologique, c'est même l'inverse, c'est même que moi je crois, si on doit faire un futur dystopique, oui, je crois effectivement que les capitalismes et leurs sociétés marchandes vont se sauver grâce à soit des nouvelles technologies écologiques, soit, et je parle bien des sociétés, hein, pas l'humanité, mais vont survivre justement en réduisant l'humanité, en étant autoritaires, en augmentant le taux d'exploitation et le rapport de classe. Mais je ne crois pas que l'humanité va disparaître dans son ensemble. Je pense qu'effectivement, malheureusement, on peut aller vers une catastrophe humanitaire au profit d'une minorité qui se sera accumulée des capacités technologiques ou, je veux dire, les endroits de la planète, peut-être les moins, par une forme de colonialisme aussi, ou qui se seront accaparés les endroits de la planète les plus vivables dans une forme quand la crise écologique aura été les plus violentes. Donc, oui, effectivement, il faut se méfier des critiques réactionnaires de l'Anthropocène en se disant bon bah c'est l'humanité le problème ou c'est la taille de l'humanité le problème. Faut revenir à un ordre symbolique, hiérarchique, naturel comme avant. Et il faut se méfier aussi de la critique de maintenant l'humanité ne pourra se sauver que par la technologie, son développement technique, etc. Non, pour moi, il y a fondamentalement un rapport de l'humanité à elle-même qu'il faut interroger. Oui, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Et d'ailleurs, dans cet autoritarisme écologique, revient souvent l'argument de la taille de la population qu'on n'a pas évoqué. C'est-à-dire, voilà, en fait, on est trop nombreux. Le problème, c'est la taille de l'humanité. Alors, est-ce que c'est un problème? En fait, ça l'est quand même dans la mesure où c'est notre emprise spatiale en fait qui nuit à la biodiversité. Alors, pas seulement, il y a aussi le problème climatique, il y a le problème de la prédation des ressources, etc. Mais l'emprise spatiale de l'humanité sur Terre a un impact sur la biodiversité, ça il faut pas le nier. Mais y voir effectivement l'alpha et l'oméga des problèmes écologiques, c'est quelque chose qui est en fait à la source de bien des programmes réactionnaires et autoritaires contre lesquels il faut se battre. De toute façon, on ne va pas exterminer la moitié de la population. Et que... voilà. Non, et puis... Oui. Non, mais je voulais juste ajouter, justement, tu parlais de l'empreinte écologique, on l'a dit tout à l'heure, il y a la concentration aussi. C'est-à-dire que l'humanité aujourd'hui vit dans un régime et à un stade de développement d'un mode de production qu'est le capitalisme, qui est quand même très envahissant, qui pousse à la concentration. Donc, si on prend par exemple l'échelle de l'humanité à l'échelle de la Terre entière, finalement la planète est remplie d'espaces vides. Et d'espaces surconcentrés en population. Oui. Parce que c'est la nécessité du mode productif qui oblige à ça. Donc, tu as cité Fressos tout à l'heure. Moi, ça m'intéresse parce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui dit ah non, mais sortir du capitalisme, c'est pas suffisant non plus. Oui, à l'inverse, effectivement, on l'a dit plutôt au début, il faut se méfier aussi simplement de se dire on change de rapport politique, il n'y a plus d'extorsion de la plus-value, pour être clair. Donc c'est bon, il n'y aura plus de problème écologique. Bah non, parce que ce qu'on a dit, je pense, au long de l'émission, la division du travail, le mode de concentration, de ce que tu as rappelé, Samy, etc., le mode d'accumulation de l'humanité sur des petits endroits, avec des nécessités de transporter de la marchandise d'une certaine manière, orientée avec la voiture, le pétrole, etc., peuvent très bien être prises dans n'importe quelle forme de mode de production et d'un mode de production national, hiérarchique, etc. Donc c'est pas suffisant. Très bien. Bah écoutez, messieurs, on a fait une bonne exploration de ce sujet. On n'y est pas tout à fait, on approche de 2 heures d'émission. Je voulais vous remercier pour cette proposition de... J'ai un dernier truc. Ah, vas-y, dis-moi. Très rapide. J'ai un projet pour le titre.
3 hommes qui parlent de la question de la taille. Je pense que c'est pas mal. Très bien. Très bien. Non, mais je voulais vous remercier de cette proposition de conversation qui peut en appeler d'autres d'ailleurs. Hein, si vous voulez renouveler l'expérience, n'hésitez pas. Moi, j'animerai avec plaisir. Même chose d'ailleurs que pour la dernière conversation qu'on avait fait avec toi, Christophe, sur Spinoza. Pour les auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à signaler sur YouTube ou maintenant sur Spotify aussi. Vous pouvez laisser des commentaires sur Spotify s'il y a des choses qui n'étaient pas claires ou au contraire si vous avez besoin enfin si vous avez apprécié certaines choses ou si vous aimeriez voir d'autres sujets, n'hésitez pas à le dire. Je lis les commentaires. Je vous mettrai sur la version YouTube tout un tas de ressources, notamment les œuvres qu'on a citées, les threads de Samy, évidemment, bien sûr. Mais donc voilà, merci à vous deux pour cet échange qui était très intéressant, et à la prochaine. Merci Noé. Au revoir. Si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez attribuer une note et suivre Nouveau Paradigme sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et YouTube, ou bien vous pouvez simplement le partager à vos amis et vos proches. Le bouche à oreille aide toujours. Enfin, vous pouvez financer le podcast en vous rendant sur ma page Patreon ou Tipeee, et quel que soit le soutien que vous m'apportez, merci. C'est vraiment grâce à vous que mon travail peut continuer à exister et se pérenniser.